Bonjour et merci à tous d'être là. Concrètement, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon ressenti par rapport à certains projets, à certaines stratégies de netlinking que j'ai pu appliquer au long de ma courte carrière de SEO. Et donc, ça sera chaque projet, sa stratégie de netlinking. Donc, je vais déjà me présenter quand même. Concrètement, je suis consultante SEO avec une petite appétence netlinking au sein de l'agence SEO Noise. Je travaille dans le référencement depuis 2014. J'ai fait un passage pendant 4 ans chez l'annonceur où j'étais gestionnaire e-commerce et où le SEO était une brique. Hein. Mais qui dit gestion e-commerce dit aussi d'autres choses à côté, que ce soit rédaction, réseaux sociaux, animation du site, etc. Et ensuite, j'ai voulu me rediriger me recentrer vers le SEO. Et depuis du coup 5 ans, je travaille chez Noise, qui est la fusion du coup d'OpenLinking et de Première Position. Et concrètement, aujourd'hui, je vous parle de plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, on va refaire un petit tour quand même du netlinking, un peu comment ça se passe actuellement, les constats qu'on peut faire en tant que netlinker sur cette partie du SEO, sur cette brique. Ensuite, je vous ai préparé 5 cas, des cas qui me sont arrivés et qui peuvent aussi encore arriver, sachant que c'est des cas en fait sur des stratégies que j'ai pu mettre en place auprès de certains sites. Bien sûr, chaque stratégie est différente, etc. Et on terminera par une partie quand même assez costaud parce que j'avais plein de choses à dire sur tout ce qui est tips et trucs que je mets en application avant, pendant et après la mise en place d'une stratégie netlinking, parce que chaque stratégie est différente, mais il y a des choses qui peuvent être prises en compte, qui peuvent nous permettre de prendre du recul, et du coup je vais vous partager tout ça après. Donc dans un premier temps, concrètement pour moi le netlinking côté SEO c'est une histoire qui dure, c'est-à-dire que c'est une des 3 briques de l'accessibilité, l'optimisation de site et le netlinking. C'est vrai qu'au départ, bien avant que je me lance dans le SEO, c'est vrai qu'on était plus à la saucisse, on va dire, dans les SERP, où concrètement, les SEO pouvaient faire du lien un peu n'importe comment, entre guillemets, où Google n'avait pas trop de prise dessus. On a vu avec les Google bombing qui ont pu être faits, où concrètement la manipulation, entre guillemets, était plus simple. Ensuite, on a vu quand même que les taux s'étaient un peu resserrés, notamment en 2012 avec le filtre pingouin qui a été mis en place aussi au niveau des encres à optimiser, etc. Mais concrètement, ça ne nous a pas freiné, en tout cas en France, je pense aussi dans d'autres pays, mais en tout cas pour le vivre côté français, c'est que c'est vrai que quand je suis arrivée moi en agence, j'ai commencé par faire du ninja concrètement. Et c'est vrai que c'était tous les moyens étaient bons entre guillemets pour faire du lien, malgré le filtre pingouin qui était déjà mis en place. Et concrètement, ça nous a quand même permis au fil du temps, et là avec les années qui sont passées, de voir des petits changements au niveau de la compréhension des liens que peut avoir Google. Et j'ai pu voir aussi que des fois c'était pas forcément c'était un peu plus compliqué, surtout depuis quelques temps, mais ça fonctionne encore. Concrètement, j'ai pu analyser ça sur certaines SERP, et quand on regarde en fait au plus large, d'une vision plus large, c'est que là, par exemple, on a les SERP voyage. J'ai pris un mot-clé, tendance sur le voyage, et un mot-clé tendance dans le crédit. Et quand on regarde en fait le top 100 de ce mot-clé-là, et on regarde les domaines référents de chaque SERP, on voit que en fait les sites qui sont positionnés dans le top 10, top 20, ce sont les sites qui disposent de plus de domaines référents. Donc concrètement, ça montre encore que le netlinking a encore de l'espoir entre guillemets devant lui. Ça montre encore que ça fonctionne aussi, parce que je sais que il y a notamment les dernières annonces de Google qui mettent quand même assez en avant le fait que non, ça sera de moins en moins important, etc. Alors oui, ça a changé. Mais je pense qu'il y a encore des beaux jours entre guillemets devant. Mais concrètement, oui, ça a changé. Comment? C'est que déjà, moi, en tant que netlinker entre guillemets et en tant que créatrice de liens, on va dire, pas créatrice, mais quand je fais du lien, j'ai remarqué quand même que on est plus sur un équilibrage lien-contenu, c'est-à-dire que le contenu a quand même beaucoup pris une place très importante
pour le ranking sur Google. Et les liens sont de moins en moins impactants, ou sinon, il faut bien les faire, ou sinon avoir une stratégie derrière pour vraiment arriver à ce qu'on veut, à gagner des positions. Et concrètement, là, on n'est plus sur de l'acquisition de liens bêtes et méchantes. On est vraiment sur quelque chose de stratégique et plus, on va dire, de la chirurgie. Mais on en reparlera après. Mais au fil du temps, en fait, même si c'est des choses qui sont basiques, on a pu voir que avant on pouvait faire du lien, entre guillemets, faire du lien, envoyer du lien, c'était quelque chose de facile et ça avait des impacts tout de suite. Là, maintenant, non. Ça prend plus de temps et il y a des différents prérequis qui sont importants à suivre. En tout cas, que moi, quand j'établis une stratégie, que je regarde aussi côté SEO pour qu'on puisse en fait avoir des résultats, des bons résultats et des résultats tout court en fait. Donc concrètement, ça va passer par un on-site que je juge propre. C'est-à-dire que la qualité du on-site, en fait, va beaucoup dépendre maintenant, le netlinking va beaucoup dépendre de la qualité du on-site, mais pas que, hein, mais concrètement, une page qui est optimisée SEO, c'est toujours plus appréciable. Par la suite, on verra après, mais j'ai un petit exemple à vous montrer. Une page qui est accessible, qui répond aux 200 et qui est sans redirection. J'ai jamais testé, je sais pas vraiment quel est le pourcentage de jus, etc. La légende, elle dit qu'il y a 80-20, etc. de jus qui est disparu, qu'il y a 20% de jus qui n'est pas transmis à cause d'une redirection. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment vu la différence. Mais ce que j'essaie de mettre à la place du bot, en fait, et qui visite une page et qui tombe en fait sur une 301 ou une 404 ou une 302. Et concrètement, en fait, l'objectif, c'est comme d'amener le robot sur la bonne page. Et c'est vrai que s'il y a une redirection, s'il y a quelque chose en plus, voilà, j'essaie de me mettre à la place du robot. C'est pas simple parfois, mais ensuite, c'est un site qui sera aussi, qui aura une notoriété dans son secteur. Maintenant, le netlinking, c'est plus faire du lien pour du lien, en fait, concrètement. Et en fait, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent passer, qui passent, de toute façon, concrètement, par ce biais-là. Et aussi de l'autorité auprès de Google, hein, si c'est possible, forcément, c'est lié. Et un autre point qui est très important aussi, qui a beaucoup évolué, je trouve. Avant, on regardait pas forcément les SERP tout le temps. Mais là, l'intention de recherche et sa mise en avant, etc., le fait du changement, en fait, qu'il peut y avoir dans les SERP à chaque mise à jour, etc., ou même concrètement quand on bouge, etc., ça devient impactant, en fait, côté netlinking. Il faut comprendre les SERP. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du coup de page optimisée pour les SEO. Là, j'ai un exemple d'un site où, basiquement, on a fait du lien pendant la calendrier Orange. Hein. Tout simplement, on a fait des backlinks du lien achat classique. Arrivé au moment, arrivé à la barre verte, vous avez le changement, en fait, de la title sur le mot-clé principal et le mot-clé ciblé par le client. Au global, on voit que on est remonté. Alors bien sûr, c'est un mot-clé très concurrentiel, c'est sur une home page, mais concrètement, en fait, sans ce changement, on aurait fait yo-yo beaucoup plus longtemps. Et je sais même pas si on aurait atteint là le top 15 à l'heure actuelle. Alors que s'il n'y avait pas eu ce changement, je ne pense pas qu'on aurait atteint ce stade. Concrètement, en fait, ce que je veux montrer par cet exemple-là, c'est que avant, où on pouvait faire du lien sans vraiment avoir de page optimisée, maintenant, si on a un minima, pas la title, pas de maillage interne et pas de contenu sur le site, sur la page qu'on va linker, ça a été un peu plus compliqué à linker. En tout cas, le lien va avoir un effet, mais il va pas en avoir un effet tout de suite. Et des fois, en fait, il n'y aura pas d'effet du tout. Parce que, en fait, le on-site sera pas propre et carré. Malheureusement, ça arrive encore. Et c'est pour ça que le netlinking est vraiment devenu, je trouve, encore plus qu'avant, une brique essentielle et une pièce du puzzle, en fait, qu'il faut pas retirer du SEO et du contenu. Alors, certes, on peut
ranker sans netlinking, ça peut arriver, mais bon, je pense quand même qu'il doit y avoir quand même des petits backlinks qui viennent sur le domaine. Mais en tout cas, je trouve que le netlinking est là aussi pour pousser et pour un peu sublimer, entre guillemets, certains résultats. Et c'est vraiment en travaillant main dans la main et en réfléchissant au global et pas que sur un prisme qu'on arrive à avoir des résultats, pour moi. Par exemple, là aussi, je parlais d'intention de recherche. Concrètement, au-delà du on-site, au-delà du netlinking et du off-site, que ce qu'on peut en faire, il y a aussi quelque chose de hyper important que nous, enfin en tout cas chez Noise dans l'équipe netlinking et moi, on regarde tout le temps en établissant des stratégies. C'est concrètement de regarder les SERP et de voir comment se comportent les SERP. Parce que parfois, si la tension de recherche ne correspond pas en fait aux mots-clés ciblés et ne correspond pas en fait aux volontés du client, par exemple, ou chez un annonceur qui veut absolument se positionner sur un mot-clé, mais au final, quand on voit les SERP, c'est plus de l'informationnel que du transactionnel, mais vous voulez vous positionner avec une page transactionnelle. Concrètement, en fait, c'est un no-go parce que là, si le top 10, voire même le top 20, on est sur des pages transactionnelles alors que vous avez, informationnelles, pardon, des pages de blog qui sont positionnées alors que vous voulez vous positionner avec une page transactionnelle, une page 4, ça va être compliqué. Très, très compliqué. Là, par exemple, je l'ai mis l'exemple de la SERP sur le mot-clé éthylotest. Et on voit très bien, en fait, que si vous êtes dans le top 20, si vous voulez remonter dans le top 10, sauf si vous n'avez pas un site qui est spécialisé, vraiment éthylotest, un peu comme Alcopass, qui lui vend exclusivement des éthylotests, donc il est vraiment thématisé éthylotest. Si vous n'êtes pas un site qui a beaucoup d'autorité, comme Amazon, c'est Discount, et concrètement, là, on est sur une SERP mixte, c'est-à-dire qu'on a aussi du contenu informationnel qui est le Wikipédia, du sécurité.gouv, sécurité service public, ou encore tout ce qui est en rapport avec le code de la route, Ornicar, etc. Donc, pour un site qui vend des éthylotests, mais pas que, on est sur une SERP qui est très concurrentielle, une SERP mixte, où concrètement, en fait, moi, je ne conseille pas d'y aller. Parce que on peut peut-être aller sur un mot-clé plus longue traîne lié aux éthylotests, mais au mot-clé générique, là, concrètement, le netlinking ne va pas aider énormément. Et juste spoiler alert, je l'ai fait. Et concrètement, parce que des fois, il faut le faire pour le tester. Et concrètement, on n'a pas dépassé le top 10. Voilà. Alors que j'ai quand même un gros site, un site avec une bonne notoriété, etc., dans une bonne thématique, mais il n'est pas passé au-dessus. Donc, comme quoi, en fait, le bien creuser, bien regarder les SERP, c'est important. En tout cas, c'est devenu une part très importante du métier de netlinker. Concrètement, avant de partir, de conclure un peu cette première partie, j'ai voulu refaire un petit point sur les différentes typologies de liens que vous pouvez acquérir. Mais soyons francs, actuellement, vu l'état du marché français du netlinking, entre guillemets, de l'achat de liens, on est plus sur du payant. C'est vrai qu'au départ, on était plus en mode filou, débrouillard, etc. Enfin, moi, en tout cas, au départ, c'est vrai qu'on en fait encore. On verra dans certaines situations, dans certaines stratégies, c'est encore important et c'est pas, comment dire, c'est pas mal d'en faire. Et on a aussi tout ce qui est partie link baiting naturel, entre guillemets, c'est des liens qui sont non sollicités, etc., du sponsoring et autres. Ça, on en reparlera aussi dans les petits tips, mais c'est vrai que ce sont des typologies de liens en fait qui sont à la fois variées, mais c'est vrai que pour aller plus vite entre guillemets et pour concrètement avoir des résultats, faut pas se voiler la face. La facilité d'acheter des liens est assez répandue maintenant en France. Et concrètement, moi, je ne veux pas vous cacher que toutes mes stratégies quasiment de netlinking se basent sur cette partie-là, sachant qu'il y en a quand même d'autres petites choses qu'on peut voir. Et donc, du coup, face à tout ça, maintenant, faire du netlinking, quand même, faut prendre le recul faut prendre le recul et se dire que c'est pas que sortir toutes ces plateformes, dépenser de l'argent et faire du lien et dépenser de l'argent. Un netlinker, maintenant, c'est aussi réfléchir, se dire est-ce que là, je vais aller sur telle page, tel mot-clé, je vais le cibler pour faire du lien, pour remonter dans les résultats. Est-ce que je suis légitime pour y aller? Est-ce que l'intention de recherche colle bien? Est-ce que le on-site est carré? Donc oui ou non, j'y vais ou j'y vais pas. Ou est-ce que
concrètement, quelles sont les solutions que je peux avoir, etc. Donc, c'est aussi prendre du recul, c'est aussi réfléchir, en fait, aller plus loin et ne pas acheter bêtement ou faire bêtement des backlinks, tout simplement. Donc, on va passer au premier cas. Alors, vous allez voir que chaque petit emoji, c'est un peu mon état pour chaque cas. C'est-à-dire que selon les cas, je suis plus ou moins heureuse. On en reparlera. Mais le premier cas, on est sur le lancement d'un site. C'est la première mise en ligne de mon site. J'ai pas d'historique, c'est vraiment mon NDD est vierge. C'est juste que je viens de me lancer. Qu'est-ce que je fais côté backlinks, comment je me lance tout simplement sur les SERP. Donc, dans un premier temps, moi, je fais parler de moi. C'est-à-dire que si c'est pour un site e-commerce, si c'est le lancement d'une nouvelle marque, ce qui est logique et attendu, c'est que on va travailler en communion avec la communication et on fait parler de soi, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse, surtout. Et dans la presse, on demande toujours un petit lien vers la homepage. En gros, on essaie de sensibiliser les personnes qui potentiellement peuvent faire parler de votre site et de votre marque, mais aussi du coup de demander un lien à chaque fois. Ensuite, je fais du ninja linking, c'est-à-dire que là, vu que forcément, qui dit lancement de site, dit pas forcément beaucoup de budget, et concrètement, en fait, lancer tout de suite de l'achat de gros liens ou de même de liens tout court, c'est pas forcément moi ce que je recommande parce que il faut quand même rester naturel. Au-delà de tout ça, rester naturel, c'est hyper important. Et donc là, je m'inscris sur des annuaires, je fais des forums. On a encore quelques topics qui peuvent être intéressants à exploiter. Je remplis bien mes web profils parce que mine de rien, même si c'est un lien de nofollow sur Pinterest par exemple, il est accessible. Toutes des choses comme ça. Et forcément, en termes de page que je vais linker, ça sera la homepage. Pourquoi? Parce que qui dit lancement de site dit forcément début. Je vais rester quand même sous le radar et je vais rester naturel. Là, il faut juste que je me crée un socle de base, entre guillemets, de notoriété et d'autorité aux yeux de Google, montrer que je suis là, etc. Mais après, plus tard, je ferai de la dentelle, on va dire. Le deuxième cas, on part sur vraiment un cas là où je suis leader de mon marché. C'est-à-dire que je suis sur un mot-clé ou sur des expressions où il y a une concurrence de la mort. Et je veux me positionner sur des grosses requêtes avec des gros volumes de recherche et forcément beaucoup d'impact business derrière. Donc là, c'est une stratégie assez complète qu'il va falloir déployer. En tout cas, c'est ce que j'ai pu déployer par le passé et concrètement, c'est vraiment un retour d'expérience sur certaines stratégies que j'ai pu mettre en place. Mais on reste naturel en faisant du lien vers la homepage, tout simplement, en restant, on va dire, naturel et sous les radars, entre guillemets. C'est que moi, je pars du principe qu'une homepage reçoit toujours des liens naturellement, que ce soit que ça vienne du service com ou si par exemple vous apparaissez dans un journal ou autre. Et concrètement, en fait, la homepage doit toujours rester la page la plus puissante du domaine. Là où, quand on regarde dans certains outils netlinking, entre guillemets, certains domaines, si on voit que la homepage reçoit moins de domaines référents qu'une page plus profonde du site, c'est que là, il y a travail en netlinking, il y a enjeu. Mais si on reste naturel et si la homepage est toujours au-dessus, on travaille ça en fond. Ensuite, forcément, c'est là où je rentre plus dans le détail, dans la dentelle, entre guillemets, c'est-à-dire que forcément, on peut pas travailler si on est sur un gros site, une grosse concurrence, beaucoup d'enjeux, on peut pas tout travailler. Donc, on essaye d'aller travailler des pages qui sont stratégiques pour le business et aussi voir à la fois businessment parlant comment on peut coller ça avec une SERP qui normalement devrait correspondre avec des mots-clés. Et du coup, on travaille ces pages-là en mode vraiment agile, c'est-à-dire peut-être qu'une page va vouloir 2-3 liens, une autre va avoir besoin minimum de 5-6 liens en fonction des concurrents, comment ils se positionnent sur les résultats de recherche, etc. Pour aller plus loin et varier la typologie de liens, et sachant qu'on est sur vraiment une grosse concurrence, donc c'est-à-dire que normalement toutes les plateformes ont été écumées, tout le Netlinking Ninja a été écumé. Non, c'est pas vrai parce que ça n'existe pas. Mais concrètement, il faut se dire qu'il y a des gros concurrents qui font aussi quasiment la même chose que vous. Là, on va chercher peut-être la différenciation, c'est-à-dire faire du PBN, qu'il soit public ou privé, c'est-à-dire soit le cacher aux yeux des outils ou soit occuper la SERP. Ça peut être une solution, c'est-à-dire créer des sites satellites pour en marque blanche ou pas et occuper les résultats de recherche sur le même mot-clé.
pour vraiment en fait avoir les clics qui arrivent chez vous. Ou sinon, ben là, faire monter des sites cachés et simplement les linker vers la page, la money page. Donc concrètement, là, c'est plus une maîtrise de ces liens, de cette typologie de liens, etc. Et ce sont surtout des liens que n'auront pas les concurrents. Donc ça, c'est aussi très appréciable dans un profil de lien, d'avoir des liens différenciants par rapport aux concurrents. Mais on en reparlera aussi tout à l'heure dans les trucs et tips. Et forcément, dernier point, et ça, vous allez voir assez souvent réapparaître ce point, mais je fais parler de moi, c'est-à-dire des liens presse, des liens ingénieux, s'il y en a, si c'est possible, des liens, enfin, j'essaie de faire participer le service com ou du site, enfin de la marque. Et bah, j'essaye de vraiment j'essaie de un peu de pas éduquer, mais de sensibiliser en fait les personnes qui ont accès aussi qui ont la possibilité de faire des liens en fait, tout simplement, juste en ayant une bonne logique de, on nous cite, faites un lien vers notre homepage, ça ne coûte rien. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le gros cas, la grosse stratégie. Ensuite, un autre cas. Donc là, je commence un peu à fondre, mais ça va encore parce qu'on m'a dit juste refonte graphique. Donc concrètement, pas de changement d'URL. Ouf. Parce que j'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas trop les 302, etc. et tout le 3 là. Et le on-site ne bouge pas. Donc concrètement, on ne change pas, on n'enlève pas le fil d'Ariane, il n'y aura pas de contenu qui vont sauter, le balisage sémantique sera encore en place, etc. C'est juste graphique. Donc, si tout va bien, etc. C'est-à-dire que concrètement, je l'ai mis en dernier point, mais déjà de base, il faut être vigoureux sur l'avancée du projet, c'est-à-dire que vraiment bien s'assurer qu'il n'y aura pas changement d'URL, qu'il y aura juste ça qui va changer sur la page, etc. Enfin, les éléments qui vont changer, mais qu'il n'y aura pas de gros changements qui vont avoir un impact SEO. Parce que comme je l'ai dit au départ, qui dit changement côté on-site, aura un impact sur le netlinking. C'est de plus en plus corrélé, donc concrètement, c'est dommage. Donc pour ça, en fait, quand même, côté netlinking, j'accélère un peu quand même l'acquisition de liens sur les pages stratégiques. J'en fais 2-3 en plus sur la stratégie de base que j'avais définie. Ça, c'est important. De même sur la homepage, parce que mine de rien, on ne sait jamais, parce que des fois, normalement tout se passe bien, mais des fois il peut y avoir des petits couacs, et malheureusement on va être impacté. Donc autant prévenir, bien sûr, dans la limite du raisonnable, et parce que vaut mieux quand même, on va dire prévenir tout ça, que de rester en fait statique et de réagir trop tard. Donc ça c'est pour la partie refonte graphique. Mais là on passe à la refonte ultime. Le 4e cas, où là, concrètement, là, je fais une refonte de mon site complète. C'est-à-dire qu'on change le nom de domaine. Donc, qui dit changement de nom de domaine dit forcément 301, vu qu'on change de nom de marque. 301 ou 404, parce que des fois, c'est le plan de redirection, voilà, on en reparle après. La totale, quoi. Là, il n'y a pas de solution, c'est comme ça, ok. Ok. Donc là, concrètement, déjà, avant la refonte, je fais un plan de redirection aux petits oignons. C'est-à-dire que les pages qui ont été stratégiques précédemment dans la stratégie netlinking, on fait bien attention qu'elles soient bien redirigées parce que même si, voilà, c'est une redirection 301, on sait, mais j'ai l'impression que c'est une légende urbaine, mais on sait quand même qu'il y a une disparité entre une 200 ou une 301, etc. Je fais quand même attention à ça. Et au maximum, les liens où j'ai la main dessus, on essaye de faire changer l'URL. C'est-à-dire que, par exemple, les liens réseau, c'est-à-dire les liens qui viennent si vous avez un autre réseau de sites ou une autre marque ou autre, un peu comme un Decathlon qui a tous ces sites de Mios, etc., etc. Là, il faut changer les liens sur les sites où on a la main dessus, donc pourquoi pas le faire tout de suite. On ne peut pas tout faire à 100%. Si on peut faire déjà 10, 15%, c'est déjà très bien. On demande à nos partenaires le changement. Ça ne te coûte rien. Par exemple, quand Noise et OpenLinking avec Première Position ont fusionné, on a demandé à nos partenaires côté plateforme, etc. et autres, si c'était possible de changer le lien pour le noise.com. Et au final, ça a été fait
tout gentiment, etc. Donc c'était cool. Et pareil de mes PBN, ça serait dommage parce que c'est un réseau de sites que j'ai monté exprès, par exemple, pour faire du lien, pour avoir la main dessus, pour être différenciante. Et au final, bah, si je change pas les liens alors que j'ai la main dessus, c'est un peu bête. Donc j'essaye au maximum de demander le changement. Ça ne coûte rien et au final, ça peut aider. Et par contre, à la mise en ligne, bah là aussi, c'est un peu similaire à la stratégie au niveau grosse concurrence, mais là, on est plus sur quand même faire parler de soi, parce que s'il y a changement de marque, normalement, côté com, etc., bah voilà, hein, je vais dire une bêtise, mais non, c'est pas une bêtise. J'allais prendre l'exemple de La Redoute, là, qui a changé, qui a fait, mais c'est une refonte graphique, donc c'est pas du tout pareil. Mais mine de rien, en fait, ça leur a quand même fait du lien, je suis sûre, sur des magazines ou sur des grands sites de presse, parce que bah, ils ont fait parler d'eux, etc. Donc je suis sûre qu'ils ont eu des liens vers la homepage. Mais quel nom de marque je peux prendre? Enfin, j'ai pas d'exemple là tout de suite qui vient en tête, mais concrètement, en fait, si on change de nom de marque, bah, on fait parler de soi. Enfin, c'est logique. Pareil, la homepage, ben, on continue à faire du lien, hein, on en fait plus d'ailleurs. Et parce que là, concrètement, il faut accélérer. Il faut juste montrer à Google que le changement a eu lieu. Et comment montrer à Google qu'il y a eu un changement, qu'il puisse le changer dans les résultats de recherche, ben, c'est de lui montrer en faisant du backlink, tout simplement, pour qu'il puisse bien l'assimiler et bien le comprendre. Donc, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça se fait quand même assez rapidement. Mais concrètement, bah là, pareil, je continue la stratégie sur des nouvelles URL, c'est-à-dire que les nouvelles URL avec ma stratégie de base, bah, pareil, on fait du lien, etc. Il faut vraiment montrer à Google que le changement est là. Mais bien sûr, par la suite, on se restabilise, il n'y a pas de souci, on s'assagit, hein, on voit comment ça se passe, cette refonte. Mais concrètement, il faut avoir un avant et un après, entre guillemets, à la mise en ligne, parce qu'on ne va pas travailler sur des liens. Enfin, je trouve ça contre-productif de travailler sur des liens juste avant la refonte, alors qu'on sait que ça va arriver. Et voilà. Donc, il faut vraiment faire la part des choses et savoir si on y va ou si on n'y va pas, etc. Et le dernier cas, c'est un cas plus saisonnalité, côté un peu event, que ce soit pour Noël, le Black Friday, les soldes, s'il y a une page en particulier à pousser. C'est vraiment du one-shot. Et là, l'objectif, c'est vraiment de cumuler SEO et visibilité concrètement. Ou, par exemple, la foire au vin ou des choses comme ça. C'est vraiment des petits événements comme ça dans l'année. Et là, on est plus sur l'anticipation, en fait. C'est plus une stratégie où on va anticiper. On sait que en moyenne, on a 2 à 3 mois de prise en compte d'un lien, d'un ou plusieurs liens, hein, concrètement. Des fois, ça peut aller plus vite, mais ça va vraiment dépendre des liens. Mais on va dire que sur 2 à 3 mois avant l'event, là, on commence vraiment à réaliser les liens vers la page stratégique ou vers les pages stratégiques. J'hésite pas à faire parler de moi aussi. Je l'ai dit et vous l'avez vu souvent revenir, mais concrètement, faire parler de soi, le côté notoriété, c'est très important, de plus en plus, c'est très impliquant dans les stratégies de netlinking. Par exemple, vous faites la foire au vin, avoir un lien qui vient de la revue des vins de France, qui est un site quand même de très bonne autorité. En fait, c'est très important en fait, parce que au global, c'est un site qui parle de cette qui est très thématisé dans la foire au vin. C'est vraiment, enfin même pas dans la foire au vin, dans le vin tout court. Et c'est un site média qui est vraiment très important dans ce secteur-là. Et ne pas avoir de lien sur leur page des différentes foires au vin de l'année, c'est un peu dommage. Donc là, concrètement, on essaye un peu aussi de sortir les liens presse qu'on peut avoir, etc. Essayer de faire du Gnews, etc. Et comme toujours, au-delà on accélère en fait la création de liens sur des pages très profondes ou même stratégiques. On garde la homepage en fond. Faut toujours surveiller parce que c'est pareil, c'est notamment, en fait, par exemple, je prends l'exemple de la foire au vin, mais il y aura peut-être une page, enfin un lien qui pourra être fait vers la page foire au vin et vers la homepage. Ça ne coûte rien et voilà. Mais on reste aussi vigilant sur cette homepage parce que elle a toujours besoin aussi de rester naturelle. En tout cas, d'avoir quand même un comportement assez naturel de ce côté-là pour la génération de liens. Donc une fois qu'on a fait, on s'est un peu identifié parmi tous ces cas, il y a quand même des petites choses en fait que moi j'aime partager et échanger.
que ce soit côté on-site, off-site, etc. Mais surtout, en fait, c'est plus le partage d'un état d'esprit à avoir et d'une prise de recul qu'on doit avoir en fait quand on fait du netlinking et quand on établit des stratégies de netlinking. Dans un premier temps, il y a quelque chose qui est indispensable et que moi, personnellement, j'essaye de transmettre à chacun de mes clients. C'est que il n'y a pas que le netlinker qui peut faire du lien. Et on est tous acteurs, en fait, ou actrices de la création de liens, en fait, vers son site web. C'est-à-dire que il y a des liens qu'on va avoir facilement, des fois, sans s'en rendre compte. Où on se dit, bah oui, mais en fait, c'est tout bête, mais j'ai jamais pensé. Bah oui, mais en fait, ça aide la stratégie de netlinking et ça aide à faire grandir en fait le profil de lien du site. Par exemple, les liens qui sont issus de la communication de la marque, donc tout ce qui est communiqué de presse, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des apparitions dans des articles de presse, si vous faites des événements ou des recrutements, etc. En fait, il faut toujours penser, il faut toujours se dire qu'il y a moyen d'avoir un lien vers son site. En fait, c'est inculqué un peu en interne ou aux personnes qui sont en charge de la communication, qu'il y a quelque chose à faire et que mettre un lien vers le site, c'est tout simple. Par exemple, j'ai des clients qui participent à des salons et des fois ne le demandent pas, alors qu'en fait, c'est des salons assez très importants, on va dire, avec des beaux qui ont eux un beau site, un beau domaine. Mais pourquoi ne pas avoir alors qu'ils ont leur logo sur la homepage, parce qu'ils sont participants et exposants, mais pourquoi ils n'ont pas de lien? Donc ça, c'est redemander, etc., etc. Mais c'est des choses toutes bêtes. On verra après, j'ai des exemples. Et ensuite, faire participer son réseau proche, que ce soit des partenaires, des fournisseurs ou des autres sites d'un groupe. Concrètement, ça, c'est des liens qui sont, entre guillemets, comme j'ai mis, faciles, que les concurrents n'auront pas. Et ce sont des liens, en fait, au final, c'est juste du bon sens, de la logique, c'est de se dire, je travaille avec tel fournisseur, il a mis en avant un de mes concurrents parce qu'il vend les mêmes produits que moi, mais moi, je ne l'ai pas. C'est bizarre, c'est pas normal. Pourquoi? Mais tout simplement, c'est juste après contacter le fournisseur et lui dire vous avez une page par partenaire ou revendeur, pourquoi vous ne faites pas un petit lien vers moi? Coucou. Je prends l'exemple là de Noise et de Croquetland. Donc, par exemple, pour Noise, on voit l'apparition dans le JDN dernièrement parce que il me semble que c'est David qui a fait un article, qui a été interviewé. Le clin d'œil, il y a en tout cas à l'époque où j'ai fait la capture d'écran, dans les top 10 des backlinks, il y a un petit lien qui vient de la SEO Garden Party. Donc, c'est toujours un lien qui fait plaisir et qui est d'autorité naturelle. Donc, on crache pas dessus. Pareil pour Waibaland, qui est un événement qui se passe à Nantes. Et si je fais le parallèle avec Croquetland, là où on est plus sur du fournisseur, etc., j'ai encadré les liens qui viennent de fournisseurs comme Royal Canin, qui a une page carrément retailers, donc c'est-à-dire aux vendeurs en France. Et on a toutes les autres marques que vend Croquetland, où ils sont comme par exemple Cat Best, etc. Cat, ce sont des marques en fait qui revendent, qui vendent leurs produits à Croquetland, qui lui les revend. Donc pourquoi en fait ne pas aller chercher ces typologies de liens qui au final sont faciles à avoir et qui vous permettent en fait d'avoir aussi un profil de lien qui est riche et qui est dans la thématique, qui reste original, etc. et qui reste vraiment dans le secteur d'activité. Autre tips que j'aime déployer au début de la stratégie et qui arrive souvent à beaucoup de personnes, et je pense que ça peut faire écho, c'est la cannibalisation sur un mot-clé d'une autre URL du site. C'est-à-dire que c'est quand vous allez avoir une URL qui va se positionner sur un mot-clé et au final, celle que vous voulez positionner parce qu'elle est mieux faite, entre guillemets, en interne, en insight, elle permet mieux de convertir et autres que vous jugez plus importantes, ne se positionne pas sur les SERP. Concrètement, ça arrive souvent avec des fiches produits qui cannibalisent la page 4, par exemple. Là, ça arrive souvent. C'est vrai qu'au départ, on est un peu démunis face à ça, parce qu'on se dit, zut, ok, j'ai ma strat, j'ai vu, mais en fait, c'est pas la bonne URL qui rank. Et des fois, c'est même la fête à la saucisse sur la SERP, parce que des fois, ça peut être 3-4 URL différentes. Des fois, c'est un peu la foire. Mais concrètement, en fait, il y a des choses qu'on peut faire. Moi, j'essaie de creuser dans le sens où je regarde ce qui se passe côté on-site, de comprendre pourquoi Google positionne cette page plutôt que l'autre, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que soit il y a une title qui n'est pas bien optimisée,
le contenu n'est pas forcément bien thématisé ou ne correspond pas forcément à la bonne page ou autre, ça arrive souvent. Ou sinon, c'est une question aussi de maillage interne. Il peut y avoir plein de cas comme ça en on-site qui peuvent faire que en fait, c'est la fiche produit qui va être prise en compte. Concrètement, après, on regarde aussi quand même ce qui se passe sur les résultats de recherche, parce que des fois, en fait, Google propose des fiches produits dans les résultats et pas des pages catégories. Donc là, après, il faut se faire une raison, entre guillemets. C'est que soit on garde son produit en stock et on essaie de le garder en stock. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas encore trop. J'en ai quelques exemples en tête, mais c'est pas encore bien. C'est vraiment sur des certes très longues traînes, mais ça arrive de temps en temps. Donc, soit on se fait une raison, on garde la fiche produit, mais dans ce cas-là, on essaye d'avoir quand même un niveau de stock cohérent, entre guillemets, enfin, un produit en stock, tout simplement, parce que sinon, on ne convertira pas. Ou sinon, là, on fait du lien sur l'URL qu'on veut positionner, parce que concrètement, c'est des pages catégories qui remontent. Pourquoi ce ne serait pas ma page catégorie aussi? Donc là, on fait du lien et franchement, on s'arme de patience et on surveille. Selon mon retour d'XP, ça prend entre 2 à 6 mois minimum pour que Google comprenne que la bonne URL à positionner sur telle expression, c'est celle-ci que vous voulez pousser et pas celle-là que lui veut positionner. Ça prend 2 à 6 mois et il y a des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Mais parce que il y a d'autres choses à creuser. Il faut après toujours continuer à creuser, tout simplement, mais ça prend un minimum 2 à 6 mois. C'est vrai que il peut y avoir pas mal d'incompréhension, etc. Et c'est ça qui peut être embêtant. Ensuite, j'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'important quand on établit une stratégie de netlinking, c'est vraiment regarder du côté des encres. C'est-à-dire que j'ai mis des petits moutons sur cette slide parce que il faut regarder ce qui se passe dans les SERPs. C'est-à-dire que il ne faut pas que vous soyez le mouton noir parmi tout le troupeau de moutons blancs, c'est-à-dire le site qui a des encres suroptimisées sur son expression, alors que tout le reste de la SERP, à minimal top 10, ils n'ont pas d'encre optimisée, etc. Mais par contre, ce que vous devez faire, c'est d'être ces petits moutons noirs et blancs tout mignons, c'est-à-dire être raisonnable et vraiment regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que, comme j'ai pas trouvé de photo d'un troupeau de moutons noirs avec des moutons blancs, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment bien creuser et bien regarder comment les concurrents font aussi leur netlinking, mais aussi, du coup, quels sont les types d'encre qu'ils utilisent. Il y a des SERPs où, concrètement, en fait, c'est la foire, il y a beaucoup d'encre optimisée, et donc, vous, en faire 2-3, ça va pas vous tuer, loin de là. Mais par contre, faire trop d'encre opti par rapport aux concurrents, c'est pas bon non plus. Là, c'est pas bon du tout, même. Il faut juste avoir le juste milieu, un peu comme cette deuxième photo de petit mouton. Ensuite, pendant la stratégie, il y a plein de choses. J'ai plein de petits tips comme ça, mais il y a plein de choses que j'aime faire et qui sont importantes pour moi, déjà pour voir comment réagit la SERP et comment réagit en fait l'URL dans la SERP plutôt. C'est d'arroser toutes les pages stratégiques au début. C'est-à-dire que vraiment, on établit un nombre de liens qu'on va faire à minima, mais concrètement, en fait, on ne sait pas en avance comment va réagir la SERP. Peut-être qu'en fait, en faisant du lien, ça va juste nous faire chuter, mais on en reparlera après. Alors qu'au final, nous, l'effet qu'on attend, c'est de nous faire remonter. Donc concrètement, moi, j'aime bien voir comment ça réagit et du coup, j'aime bien arroser les pages stratégiques au début. Ensuite, quelque chose aussi qui est intéressant côté transmission de jus, c'est-à-dire de faire du lien vers les pages qui sont plus hautes et plus basses de l'arborescence. Donc, linker des pages mères qui vont être bien maillées vers les pages filles et petites filles, etc. Et inversement, pour vraiment avoir une distribution optimale du jus. Pensez au relinking, c'est-à-dire que j'aime aussi me dire que quand c'est possible, quand je fais de l'achat ou même si j'ai l'opportunité d'avoir un lien Ninja ou faire un échange d'articles ou autre, de me dire je vais faire un deuxième lien vers une autre page où j'ai un lien vers mon site client. Ça peut être bien aussi pour faire une boucle de transmission.
on va dire. Et ensuite, au niveau des sujets d'articles, quand je crée mon brief, etc., j'essaye de penser cocon, penser vraiment silo sémantique, c'est-à-dire que j'essaye de, quand la thématique est assez simple, hein, entre guillemets, mais j'essaye de donner des sujets qui sont connexes et qui sont en rapport avec la page que je veux linker pour vraiment créer un cocon avec des questions, etc., et qui ne sont pas forcément traités par le site que je link, mais qui peuvent ajouter et enrichir le contenu derrière la sémantique par justement les liens. Une autre chose que j'aime faire aussi, surtout, j'aurais pu le mettre aussi dans 2-3 mois après, quand la stratégie ne fonctionne pas, mais il y a quelque chose d'important aussi qui est important à faire, c'est quoi de le dire, c'est de varier la typologie des liens. Là, concrètement, on est sur l'exemple que j'ai pris, c'est un mot-clé dans la santé avec 20 cas de VDR. Concrètement, l'objectif, c'était de monter en top 3 sur 6 mois. Et on voit en fait les différentes étapes de création de typologie de lien, c'est-à-dire qu'au départ, on a fait du lien article basique pour voir comment ça allait réagir. Donc, on a arrosé. Ensuite, on a vu que ça bougeait pas forcément et que ça commençait à chuter. Donc, on s'est dit, bon, ben, on va créer du PBN. On a créé du PBN, on l'a linké. Et ensuite, on a vu que l'effet PBN a fait monter le site au-delà du top 5. Mais ça a recommencé un petit peu à chuter. Ça montait pas forcément, enfin au-delà, enfin en tout cas ça n'atteignait pas l'objectif qu'on s'était donné. Et du coup, le lien fatal entre guillemets, hein, c'est même pas le lien fatal parce que c'est le lien qui est venu aider tout ça, c'est le lien home, un lien homepage, qui est venu pousser tout ça. Et concrètement, on se stabilisait sur là entre la position 1 et 2. Là, l'objectif top 3 a été largement atteint. Et du coup, là, ça fait quasiment plus d'1 an que le site est top entre le top 1 et le top 2. Donc du coup, là, l'objectif vraiment de montrer ça, c'est que faut pas rester sur ses acquis, il faut pas garder toujours en tête la même typologie de liens et les varier. Ça peut permettre de relancer la machine et d'aller plus loin dans l'acquisition de liens. Deuxième tip, c'est en tout cas, là, c'est plus une prise de recul sur des choses qui peuvent arriver. C'est un exemple de mise à jour et aussi de test Google. Donc, je les ai mis ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, ça peut arriver que on atteint une position et en fait, du jour au lendemain, pouf, on rechute. Là, on est par exemple sur un mot-clé pareil dans la santé avec 4400 de VDR. Concrètement, je sais quelle typologie de lien j'ai fait et quel lien j'ai fait pour atteindre, par exemple, le top 3. Donc, forcément, passer du top 13, on va dire 14, ouais, 13, et du jour au lendemain, passer top 3, j'ai fait un bond sur ma chaise, j'étais hyper heureuse. Sauf que le lendemain, je me dis, bon, je retombe sur le top 4, bon, ça veut dire que ça se stabilise, je vais pas trop m'enflammer. Et puis, en fait, le surlendemain, on est repassé top 10, et après, boum, dégringolade, et on est repassé au même niveau. Juste avant l'acquisition du lien que j'ai pu faire pour atteindre le top 3. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et concrètement, en fait, c'est pas facile parce que je suis la première à vouloir surréagir et m'enflammer. Mais je me suis dit, non, stop, on va laisser, on va voir comment ça va bouger. Et au final, sur le long terme, on voit que on revient à la position acquise lors de ce petit push. Et là, pour vous dire, on est top 3, on est repassé top 3 depuis une semaine. Voilà. Donc au final, ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas s'enflammer et avoir peur des mises à jour, des tests que peut faire Google entre guillemets, ou faut pas surinterpréter en fait ces chutes comme ça. Des fois, il peut juste y avoir, faut juste être patient et voir comment ça rebouge derrière. Et tout court, quels sont d'autres tips que je peux partager moi concrètement? Il y a quelque chose que d'ailleurs j'ai eu une discussion ce matin avec un de mes collègues, mais pour moi les maîtrises de netlinking ne sont pas la science infuse, dans le sens où oui, ça peut nous aider à avoir un chemin entre guillemets, une indication, mais c'est pas parce que un site avec un TF très, très gros va déterminer le prix déjà de une, donc le prix ça justifie pas forcément, enfin le TF ne justifie pas sa valeur, mais aussi en fait c'est pas parce que en fait on est sur un site avec un gros TF que le site, la page est accessible, la page se positionne, etc., etc. Il y a plein de facteurs qui font que, et du coup pour moi les métriques sont pas vraiment le juge de paix, et on peut les utiliser, mais ce ne sont pas les juges de paix dans les stratégies.
Mais c'est un indicateur quand même qu'il faut partager parfois. Un bon brief, c'est plus de chances d'avoir un bon article. Donc là, pareil, la thématisation aussi des sites qu'on va choisir et aussi du coup de l'article, comme je l'ai expliqué. En fait, l'objectif, c'est vraiment de créer aussi un cocon externe, en fait, de contenu qui vont venir compléter la page qu'on va linker. Donc concrètement, ça marche très bien. Garder des cartouches pour les cas particuliers. J'aime bien me garder un petit matelas en réserve parce que moi, quand j'établis mes stratégies, je mets toujours un minimum de liens. C'est-à-dire que tant que on n'atteint pas la position où on voit que ça bouge pas, etc., je garde de côté un peu de cartouches ou des choses à faire pour pousser certaines pages qui en ont plus besoin, selon les difficultés qu'on peut rencontrer dans les SERP, la concurrence, etc. Et ensuite, un dernier tips à déployer tout court, c'est prendre du recul et apprendre de ses erreurs. Concrètement, ça me fait passer là-dessus, c'est 2-3 mois après le déploiement de la stratégie, on n'a pas de résultat visible. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est hyper important quand même de se poser et de se dire qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que des fois, c'est pas que le lien qui va impacter, etc. Il peut y avoir d'autres choses. Donc, moi, j'aime bien repasser sur la stratégie. C'est-à-dire que je creuse côté SERP. Peut-être qu'il y a une mise à jour, une core update qui fait que Google a changé l'intention de la SERP. Alors, il l'a pas changé du jour au lendemain, mais il y a des nouvelles pages qui rankent, qui n'étaient pas dans la même typologie des pages qui rankaient avant. Ça arrive. Ça m'est arrivé. Donc, et concrètement, en fait, ça peut être très embêtant. Les concurrents qui sont plus agressifs que moi, tout simplement, c'est-à-dire ils ont vu aussi que vous faisiez du netlinking et en plus si vous êtes sur une SERP par contre très active, voilà, tout le monde fait du netlinking, mais concrètement si vous êtes sur une SERP où il y a peu de concurrence côté netlinking, si les concurrents le voient ou s'ils travaillent avec une agence ou un freelance, en gros, ça peut arriver et du coup, là, ça va être la petite guéguerre. Ou sinon, on peut tout simplement passer à côté de quelque chose et donc là, c'est vraiment creuser, etc., voir vraiment ce qui se passe. Et pareil, côté on-site, il peut y avoir des régressions, des 404 votre page passe régulièrement 404, ou sinon il y a des problèmes serveurs. Ça arrive et ça peut faire mal. Donc, et là, concrètement, vous avez beau faire du lien, si c'est le cas, ça fonctionnera pas. Ou sinon, la petite refonte graphique, là, et au final, on vous a dit non, il n'y a rien qui change. Et puis en fait, derrière, il y a une mise à jour ou sinon, il y a un mauvais déploiement d'une pré-prod ou autre, et les contenus ont disparu. Ça peut avoir un impact aussi sur le déploiement de la stratégie et sur le peu de résultats, les résultats que vous n'avez pas, que vous attendez et vous vous dites zut, ça bouge pas. Donc, il y a toujours quelque chose à regarder derrière soi, il y a toujours quelque chose à creuser. Concrètement, pour conclure, côté, on va dire, spirit, entre guillemets, c'est faut pas avoir peur de changer en fait sa stratégie en cours de route. Bien au contraire, c'est que ce qui est intéressant aussi de faire, c'est vraiment d'aller de se dire là j'ai atteint mon objectif, je vais travailler une page, etc. Et généralement en fait c'est d'analyser, de creuser, ça c'est très bien. Faut pas avoir peur des grosses variations dans les cercles, comme je l'ai montré tout à l'heure. Faut pas s'enflammer. Je suis la première justement à ne pas être patiente. Des fois je me dis alors c'est bon, alors que j'ai fait mon lien il y a 3-4 jours. Mais faut juste être patient et ça paye. Ça c'est sûr. Faut pas hésiter à être curieux parce que c'est pas un vilain défaut, surtout en netlinking où concrètement, je pense qu'on nous en voudra jamais de se promener de domaine référent en domaine référent en domaine référent en domaine référent. Le nombre de fois où je peux faire ça pour quand je regarde des profils de liens de certains sites et je me trouve un domaine référent, je vais voir les autres, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à prendre du recul et puis à voir comment tel site a fait comme ça, tiens, pourquoi moi je peux pas avoir ce lien-là, etc. C'est vraiment toujours se poser ces questions-là. Et ne pas compter que sur le netlinking, parce que au final, c'est qu'une brique du SEO. Et comme on a pu voir juste avant, et depuis vraiment quelques temps, moi je trouve que l'impact contenu et on-site est très important et aussi l'intention de recherche des SERP. Et donc concrètement, en fait, oui, c'est un peu moins puissant, mais ça fonctionne toujours, hein. En tout cas, mais il faut quand même se dire que c'est pas parce qu'en faisant que du lien, qu'on va avoir des résultats. Il faut aussi mettre en place des actions en on-site pour avoir des résultats. Et pour conclure, BIS, concrètement, on sait qu'il existe autant de stratégies que de projets netlinking et de projets SEO tout court.
Donc il faut pas se laisser. Enfin, les stratégies que j'ai pu vous montrer, au final, elles peuvent. C'est qu'une base et elles peuvent changer du jour au lendemain et en fonction du site. Chaque projet est unique en fait, et chaque stratégie aussi. Et du coup, il n'y a pas de stratégie modèle, mais en tout cas, on peut avoir des réflexes. Tout ce que j'ai pu partager avant, c'est plus des réflexes qu'on peut avoir et acquérir au fil de l'expérience et du temps et à force de faire du lien, et pour qu'au final, tout se remette en place comme un taquin. Donc, c'est un vieux puzzle qui était dans les paquets de céréales avant. Et du coup, pour que tout se puisse se remettre en place et qu'on puisse atteindre les résultats. Voilà pour moi. Eh bien, merci beaucoup. On va passer aux questions. Alors, les premières petites questions. La première question, ça a été Julien qui a demandé approximativement quel serait le budget mensuel pour l'achat de liens. Et je pense qu'on a à peu près la même réponse à cette question, qui est la réponse universelle des SEO. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, en fait, je suppose. Selon la théma, moi je dirais selon la théma, il y a des thémas qui sont plus chers que d'autres et c'est normal, il y a des choses qui sont plus rares que d'autres et ça va vraiment dépendre. Ouais, c'est globalement ce que j'ai aussi comme idée. Quel délai tu proposes, enfin tu envisages comme délai d'anticipation pour le Black Friday? Là, c'est trop tard. Ouais. Là, c'est trop tard, Romain. Non, concrètement, j'ai mis 2 à 3 mois sur cette strat. En vrai, ça va aussi dépendre après des typologies de liens qu'on va trouver. Et peut-être qu'il y a des liens qui vont pas s'indexer tout de suite ou autre, ou comment on va travailler les liens, les backlinks. Mais au moins 3 mois, ouais, 2 à 3 mois. Ouais, là j'aurais tendance à dire que c'est le moment de travailler la Saint-Valentin. C'est ça, c'est exactement ça. Noël, c'est déjà passé aussi. Ouais. Alors, il y a une question de Bertrand. J'ai un NDD EMD qui rank top 6 sur son keyword principal. Impossible de monter car Google attend une page profonde. J'ai donc créé une page profonde et des opti la home. Comment ferais-tu tes liens? Là, concrètement, il faut regarder ce qui se passe dans les SERP. Donc, tu dis que Google attend une page profonde et tu as des optis à home pour faire ranker une page profonde. Mais si ta home rank, c'est que Google la juge légitime. Donc, à tester. Donc là, essaye de faire des liens vers ta page profonde. Mais concrètement, ta homepage, elle est quand même plus puissante. Et j'ai un peu de doute sur à court terme, ça va peut-être pas bouger. Mais à tester. Okay. Et alors, la question suivante porte sur les briefs. Comment faire des briefs et surtout des bons briefs de rédac? Qu'est-ce que tu mets comme info pour guider les rédacs? Alors moi, je les ai vus, je sais. Oui, en partie. Et encore, j'ai dit des choses que je mets pas pour Rollings Garden des fois, parce que je sais que vous faites du bon boulot. En fait, c'est juste du bon sens. Moi, des fois, je mets le sujet, des fois, je donne juste la main, je laisse la main en fait au rédacteur pour lui dire qui peut rédiger un sujet, comment dire, qui peut rédiger en fonction de l'URL, etc. Qu'on lui donne. Mais concrètement, la base, c'est juste du bon maillage. Essayer de ne pas faire de copier-coller, d'avoir du contenu qui n'est pas dupliqué. En fait, c'est juste la base pour faire un bon brief. J'ai pas de tips supplémentaires à ça. C'est vraiment du bon sens et ça se dire qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je ne veux pas dans cet article. Mais après, j'ai pas de tips en plus que ça. Pour des rédacteurs qui ne sont pas forcément sur des plateformes de linking, j'aurais tendance à préciser que plus le lien est en avant dans le sens haut dans le texte, mieux c'est. Mais sinon, c'est à peu près tout. Oui, effectivement. Moi, je le précise plus parce que j'ai vu que ça n'a pas forcément de... Ah ouais? Sur mon retour, j'ai pas de... Je suis un peu... comment dire? Je l'ai enlevé, avant je le mettais dans mes briefs, mais je l'ai enlevé parce que je suis un peu dubitative par rapport à ça. Ok, c'est bon à savoir. Et alors, question suivante qui concerne les PBN.
quelles métriques vises-tu pour construire tes BBN? Comment tu les fais monter, enfin, etc. Ouf, alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'achète, ouais, il y a beaucoup d'étapes dans la création de PB. Déjà, je vais fouiller partout, que ce soit sur Espire Domaine. Je vais mettre de PBN Premium, je mets de la plateforme de David Shelley. Il y a plein de plateformes maintenant pour trouver des NDD expirés ou qui vont tomber. Et en termes de type de site, j'essaie de varier. En fait, je prends pas toujours le même type. Je peux très bien prendre un expiré sur de la cuisine, un expiré sur du voyage, un expiré sur du sport, etc., ou de la culture. Et en termes de métriques, en fait, j'essaye quand même de regarder ce qu'ils ont, eux, comme type de backlinks, parce que c'est ça le plus important, c'est de quels sont, eux, les types de liens qu'ils ont. Parce que c'est ce qu'on cherche aussi, c'est de récupérer leur jus, hein, tout simplement. Et donc, ensuite, on les monte. Donc, on les enregistre, hein, on les héberge. Et ensuite, on peut faire du ninja linking. Je sais que je fais un peu d'achat quand j'ai un peu de budget. Et puis voilà. J'ai pas plus de recos par rapport à ça. Il faut juste faire attention, en fait, parce que moi, ça m'arrivait de temps en temps dans certaines campagnes. C'est que on peut pas savoir si le site a été pénalisé ou a eu un passé assez trouble. Juste bien regarder, en fait, la Wayback Machine. Mais ça arrive en fait que malheureusement, même si la Wayback, des fois il n'y a pas tout, ça arrive que on connecte la Search Console juste pour voir parce qu'on se dit zut, au bout de 2-3 mois il ne s'est pas réindexé. Qu'est-ce qui se passe? Et concrètement, des fois il pourrait y avoir une petite alerte de la part de Google et là c'est un peu chiant, quoi. Mais ça arrive rarement. Ouais. La question suivante vient de Antoine de Noise. Combien de liens en relinking recommandes-tu et faut-il l'effectuer sur tous ces liens? Alors, je t'avoue que je suis en train de tester sur pas mal de campagnes que je fais. Donc, concrètement, je peux pas donner un nombre précis parce que je suis en train de tester. Et j'ai envie de voir en fait parce que je pense que ça va varier en fonction aussi de la thématique, etc. Moi, je le fais en fait pas sur tous mes liens, mais je le fais sur mes pages vraiment stratégiques. Les pages où je vois que peut-être que je suis en souffrance ou que j'ai un peu de mal en fait au bout de 2-3 mois à décoller. J'essaie de donner un peu à manger aux autres liens que j'ai pu faire parce que des fois, dans certaines campagnes, des fois, c'est pas à 100% qu'on aura tous les liens indexés tout de suite ou ça peut prendre plus de temps ou autre. Donc concrètement, ça permet aussi de donner un petit coup de pêche aussi de ce côté-là. Ouais. Et alors la dernière question concernant toujours la classique, hein, le netlinking va possiblement perdre en importance dans les années à venir. Info ou intox? Et si info, comment s'y préparer? Je te laisse. Ouais, c'était l'info de la semaine dernière, ça. Concrètement, pour moi, en fait, ça a déjà commencé, mais tout doucement. Dernièrement, en fait, avec l'importance du contenu et du on-site qui est de plus en plus impactant côté netlinking. Et pour moi, en fait, il y aura toujours besoin des backlinks en fait pour un bot pour découvrir en fait des nouvelles URL, etc. Donc concrètement, je sais que et je pense et j'ose espérer, mais que ça n'aura pas énormément d'impact. De toute façon. Depuis le temps que John Mueller annonce des choses par rapport au netlinking, que ce soit les rels sponsored, etc., je pense que le netlinking aurait déjà pu souffrir beaucoup plus avant tout ça. Après, si c'est un faux, concrètement, pour moi, je commencerai à peut-être basculer sur tout ce qui est essayer d'aller chercher vraiment là les liens vraiment développer et partir sur des stratégies sur le plus long termiste quand même, sur de l'inbaiting, ou tout ce qui est vraiment là, travailler en cohésion avec la com pour vraiment aller chercher vraiment là du lien qui va être plus long termiste sur des sites comme ça. Mais concrètement, tant que je serai chez Noise, je pense pas que ça bougera. En tout cas, si un jour je pars, c'est que netlinking... Nous, on part du principe que le lien va toujours rester important. La qualité du lien va être de plus en plus pris en compte. C'est surtout là-dessus qu'en fait, il faut jouer. Eh bien, très bien. Merci beaucoup.
merci pour cette conférence et Merci. tes réponses. Merci beaucoup. Et puis, je vais refaire venir voilà, hop, C'est bon, Mélodie qui est déjà là. Merci beaucoup, Fanny, pour ton Merci, je vous en intervention. prie. C'était très clair et le sujet nous intéressait beaucoup. En tant que plateforme de lien, forcément, c'était un sujet J'apprends des petites choses. qui était parfait pour nous. Et ben, merci beaucoup en tout cas de ta venue. Bah oui. Et je te souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup. Merci, vous aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.